Là on peut voir qu'il n'y a pas que l'Antiquité qui a laissé une trace d'histoire dans la forêt de Belém. Il y a aussi l'époque moderne, des traces de casemates militaires allemands. Alors vous avez toujours le même type de structure, une descente, une fosse parfaitement rectangulaire, si vous regardez bien, et une deuxième entrée là-bas. C'est parfaitement uniforme, vous en avez une rangée de 13 parfaitement bien alignées sur cette partie-là. Sur l'autre partie de la route plus loin, vous en avez deux autres. Et elles sont en bordure de route. Alors la particularité, vous avez une descente ici, une petite pente en descente. C'est vrai, ça peut chambrer. Par la suite, vous avez une pièce rectangulaire. Parfaitement rectangulaire. Bien mesurée, ils sont tous uniformes, hein. Ils sont tous pareils. Avec une deuxième entrée dans le coin. À l'arrière du front de Normandie, la forêt de Belém, comme toutes celles du Perche, est une base idéale de stockage et d'approvisionnement pour l'armée allemande. Conservatoire du passé, le sous-bois recèle encore d'autres vestiges des guerres, parfois spectaculaires. Voilà, après les casemates allemands que vous avez pu voir tout à l'heure, on est en présence de deux trous de bombes. Un secteur totalement différent de la forêt. C'est-à-dire qu'on lâchait des bombes en milieu forestier parce qu'il n'y a pas d'habitation autour, donc moins de risque pour les habitants. Et on en trouve une série comme ça, comme là par exemple deux trous de bombes côte-côte, une parcelle voisine de deux trous de bombes aussi, ce qui peut nous permettre d'ailleurs de déterminer un peu la trajectoire de l'avion. Voici achevé le temps des combats. Les années 50 sont celles du boom économique. Les bois de Belém retrouvent leur attrait. Les acheteurs se déplacent de loin, à l'occasion caméra en main, afin de réserver leurs grumes et fixer sur la pellicule le périlleux travail des bûcherons. Métier difficile qu'un savoir-faire ancestral et une solide expérience permettaient d'affronter sans crainte. Le bûcheron, fier de son ouvrage, redescend des hauteurs avec le sourire. Avec l'abattage d'un arbre de renom, c'est un cycle qui s'achève. Il consacre un autre savoir-faire, celui des sylviculteurs de l'Office national des forêts. Lorsqu'on obtient des tout petits arbres, c'est des semis, donc on a le stade semis. Ensuite, on a le stade fourré, lorsque les arbres font 30 cm à 1 mètre de hauteur. Puis ensuite, ils prennent la taille d'une petite gaule, c'est ce qu'on appelle le gaulis. Et puis tout doucement, ils grandissent et ils vont devenir de la taille d'une perche, c'est ce qu'on appelle le perchis. Alors on distingue, nous, professionnels, le bas perchis du haut perchis. Et puis ensuite, on arrive dans la jeune futée. La futée, on est ici dans une parcelle qui est au stade de la futée. Et puis, le temps passant, on arrive à la vieille futée, lorsqu'ils ont à peu près 150-160 ans. La forêt de Belém, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est 400 mètres cubes à l'hectare. 400 mètres cubes à l'hectare sur 2400 hectares, je crois. Ça fait des volumes très impressionnants. C'est-à-dire qu'on a des forêts dans l'est de la France, par exemple, où on a des superficies, ou comme la forêt d'Orléans, on a des superficies beaucoup plus importantes, mais avec des volumes sur pied qui sont bien inférieurs à la forêt de Belém, alors qu'elle est géographiquement et en superficie beaucoup moins importante que d'autres forêts qui représentent des surfaces très importantes. Donc c'est ça qu'il faut considérer. C'est une petite forêt, mais on a un potentiel sur pied important. Alors ça s'explique par le climat, hein. On a un climat doux, humide, des terrains profonds. Donc nous sommes dans une parcelle qui fait partie du groupe de régénération, c'est-à-dire une vieille parcelle sur laquelle les arbres ont en moyenne 200 ans, qui sont arrivés à un âge d'exploitabilité, leur âge d'exploitabilité est atteint, donc on se doit de les récolter. Mais avant de les récolter,
on a enclenché il y a maintenant à peu près une dizaine d'années l'opération de régénération naturelle, c'est-à-dire que par des travaux appropriés, nous avons préparé le sol, attendu les glandés, et puis au fur et à mesure que les jeunes semis de chêne, voire de hêtre, puisqu'il y a également un petit peu de hêtre, sont apparus, on a récolté les parents, les semenciers. Chaque année, les techniciens de l'ONF choisissent les arbres qui composeront la coupe. C'est l'opération de martelage. Marqués du sceau de l'administration forestière, les chênes de Bellem, auréolés de leur prestige, s'apprêtent à alimenter la filière de transformation du bois. C'est-à-dire qu'on a une sylviculture qui est depuis plusieurs siècles, qui a été faite de manière constante, ce qui fait qu'on a un accroissement des arbres homogène, à la fois en croissance et en hauteur. Donc la provenance de Bellem, qui est essentiellement des chênes sessiles avec des accroissements très fins, est destinée à faire vieillir des merlots ou des cabernets sauvignons, donc des vins de type Bordeaux. Donc ça, c'est l'utilisation principale, c'est l'utilisation de renommée de la forêt de Bellem. C'est-à-dire que les grandes marques de barriques françaises viennent s'approvisionner à Bellem pour les qualités organoleptiques du chêne de Bellem. Pendant ce temps, au début de la chaîne, on prend soin des jeunes pousses. À l'horizon du XXIIIe siècle, elles feront la richesse d'une forêt en perpétuel devenir. Là, on nous a demandé à faire un goulis, mais un seul goulis. C'est-à-dire Mais en nettoyant par l'eau. Donc en dépressage, remettre à mise à distance. Et garder tout le sous-étage. Le hêtre sert au gainage du chêne, c'est-à-dire que initialement, quand vous avez vu en forêt de Bellem, on fait des régénérations, il y a à la fois du chêne et du hêtre qui apparaissent, et le hêtre a tendance à pousser beaucoup plus vite au départ. Donc il est recépé régulièrement, c'est-à-dire qu'il est coupé régulièrement, et on le laisse en sous-bois. Et ça permet au chêne de filer, c'est-à-dire qu'il sert à gainer le chêne pour éviter qu'il ait des branches qui poussent sur le tronc. Alors évidemment, comme c'est un bois qui croît beaucoup plus vite, hein, le hêtre est récolté en 120-140 ans, alors que le chêne, les rotations varient entre 180 et 240 ans. Donc c'est un arbre qui croît beaucoup plus vite, donc les sylviculteurs sont obligés de restreindre la croissance du hêtre au départ pour éviter qu'il prenne le dessus sur le chêne. Transport, techniques d'exploitation ont connu au XXe siècle des évolutions décisives. Il est loin le temps des sieurs de long, des sabotiers et des charrues. L'usine du Vinage, rue de Paris à Bellem, la fabrique de semelles de bois de Saint-Martin, pourtant innovantes à leur époque, appartiennent au passé. Fini les lourds charrois attelés. Le chemin de fer, notamment la gare de Bellem, ont assuré au bois de la forêt de Magnal de nouveaux débouchés en France et à l'étranger. Dans les années 50, le transport routier prend le relais. Le monde est en perpétuel changement. La forêt reste elle-même comme immuable, engagée dans des cycles séculaires dont les hommes pressés du XXIe siècle ont souvent peine à mesurer l'amplitude. 3 rôles lui sont aujourd'hui assignés. Un rôle de production. On cultive des arbres pour répondre à une demande et mettre du bois sur le marché. Un rôle écologique, puisque c'est un milieu naturel, cultivé mais naturel. Puis le troisième grand rôle que joue une forêt aujourd'hui, c'est un rôle social avec l'accueil du public. Reconnu pour ses chênes, le massif de Bellem l'est aussi pour la richesse de son milieu naturel. Depuis plus de 60 ans, à l'automne, amateurs et spécialistes des champignons se réunissent lors des mycologiades.
Globalement, la population aujourd'hui est essentiellement citadine et les gens éprouvent le besoin de rechercher des milieux calmes, naturels, même si c'est cultivé, mais ça reste naturel. Et donc, oui, il faut on est obligé de s'adapter à cette nouvelle demande et qui n'est plus la même qu'au XVIIIe ou au XVIIe siècle, effectivement. Il est certain que ce qu'on fait aujourd'hui, nous, on n'en verra pas forcément le résultat. Et on se doit, lorsqu'on passe dans un peuplement qui a une centaine d'années, ou voire plus, il ne faut pas oublier qu'il y a 4, 5, 6 générations de forestiers qui sont passés avant nous et qui ont travaillé. Il faut respecter ce travail et essayer de le continuer. La forêt a un temps de réaction très long, surtout le chêne, surtout quand on cultive du chêne, puisque c'est en gros 2 siècles. Et donc, certains peuplements qui ont été façonnés par nos anciens, il faut les respecter et respecter le travail qu'ils avaient amorcé, même si aujourd'hui on veut changer de technique, si on veut aller plus vite, on veut toujours aller plus vite. Et donc, oui, c'est un héritage qu'il faut respecter et qu'il faut transmettre aux générations suivantes. Deux millénaires ont composé la forêt que nous admirons aujourd'hui. Univers partagé, elle semble nous appartenir. Vaine illusion. Au jour qui égrène le fil de nos existences, la vie des chênes de Bellem impose le siècle pour unité première. Ici, le temps nous échappe. Il cède la place à l'éternel frémissement des ombrages. C'est à Bellem que j'ai composé presque toutes mes œuvres, dans le calme de notre campagne percheronne et à proximité de notre imposante voisine. Cette vivante et mystérieuse forêt de Bellem, dont le souvenir reste lié aux heures les plus fertiles de ma vie d'écrivain.